Francis Labbé. Francis Labbé est le porte-parole à Hydro-Québec. Il est là. Je dis bon après-midi à Francis Labbé. Comment ça va, Francis Labbé? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien, Monsieur Labbé. Et Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, je pense que je vous ai donné un petit aperçu de ce dont il sera question avec Monsieur Labbé. Imaginez qu'il y a un village pas loin de Val-d'Or qui va connaître l'électricité, qui va recevoir l'électricité d'Hydro-Québec, naturellement, parce que bon, dans le village, on utilisait les énergies de machines, on va dire, pour électrifier un peu, mais c'était difficile. Alors, électrifier Kitsisakik, ça c'est non loin de Val-d'Or. Et c'est pas la semaine prochaine, c'est pas l'année prochaine, c'est dans 3 ans. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, Francis Labbé, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une bonne nouvelle, mais il y a des explications au fait que ça prenne un petit peu de temps. Là, d'abord, on devra construire une nouvelle ligne d'alimentation qui sera longue d'environ 70 kilomètres, et ensuite, il faudra aménager complètement un réseau de distribution locale, parce que cette communauté-là n'a pas de réseau, justement. Elle n'a ni eau courante, ni électricité, cette communauté-là, et c'était la dernière au Québec à ne pas être électrifiée d'ailleurs. Donc, on commence à travailler bientôt. On espère avoir complété d'ici 2025, mais il y a quand même beaucoup de pain sur la planche. Et est-ce qu'on peut expliquer au public pourquoi c'est dans 3 ans seulement? Alors, on dit, vous avez expliqué le fait que ça va prendre 3 ans avant de monter le réseau comme tel, mais pourquoi, jusqu'au moment où on se parle, on n'avait pas décidé d'électrifier Kitsisakik? Bon, cette communauté-là, on va reculer dans le temps un petit peu, si vous le voulez bien. Cette communauté, ce sont des gens qui étaient dans une autre communauté autochtone qui s'appelle Lac-Simon, qui est située un peu plus au nord, à environ une soixantaine de kilomètres. Et quand la communauté de Lac-Simon est devenue une réserve au sens de la loi sur les Indiens, eh bien, les gens de Kitsisakik ont décidé de se déplacer pour éviter de se retrouver dans une réserve. Donc, ils se sont trouvés un endroit sur le territoire, se sont déplacés un peu ici et là, et pendant les années 80, ils sont venus s'installer à cet endroit qu'on appelle aujourd'hui Kitsisakik, mais qui est situé aux abords d'un réservoir d'Hydro-Québec, le réservoir d'Ozoa, qui sert à alimenter les centrales que l'on retrouve sur la rivière des Outaouais, par exemple. Donc, ils se sont installés là, graduellement, mais ils n'ont pas de statut de réserve. Donc, ils sont un peu dans une zone grise au plan légal, aux yeux du gouvernement fédéral qui n'avait pas la capacité de les alimenter en eau potable avec les égouts, et puis l'électricité n'y était pas non plus. Donc, ils se sont installés là graduellement à partir des années 80, des années 90, et puis après, dans les années 2000, 2010, là, ils ont commencé à demander de recevoir ces services-là. Mais en même temps, ils avaient un projet de nouveau village qui serait situé à un autre endroit et qui serait, lui, une véritable réserve indienne au sens de la loi, avec toutes les infrastructures. Donc, ce projet-là, Hydro-Québec était partie prenante de ce projet-là dès le départ, là, il y a une vingtaine d'années. Mais de fil en aiguille, la communauté ne parvenait pas nécessairement à s'entendre entre elles sur l'endroit où ça devrait être installé. Et là, il y a eu des élections, il y a eu des conseils de bande qui se sont succédés. Bref, à un certain moment, on a décidé tout simplement là de passer le fil pour pouvoir amener l'électricité, et la communauté prendra le temps qu'elle voudra pour sélectionner le prochain endroit où elle aura son prochain village, mais au moins d'ici là, elle pourra le faire en se chauffant à l'électricité et en ayant un minimum de confort. Et là, on parle d'une communauté de combien de milliers de personnes? En fait, c'est environ 400 habitants.
400 habitants. Donc, on pourra dire que c'est pas là où Hydro va faire son beurre, là. Non, mais comme l'a dit elle-même Sophie Brochu hier, c'est une décision qui est davantage de type humanitaire qu'une décision économique, une décision de projet, là. Et il fallait offrir à ces gens-là un minimum de confort, là, et leur permettre au moins de réfléchir au chaud, là. Et quand on critique un peu le Canada, on parle surtout de communautés indiennes, justement, de Premières Nations, qui n'ont pas d'eau courante, qui n'ont pas d'électricité. Et cette fois-ci, Hydro va faire sa part, mais il faut comprendre que c'est un mélange, c'est plusieurs instances qui doivent faire des compromis. Hydro prenant une partie, d'autres instances prenant d'autres parties, Québec par rapport au fédéral. C'est bien compliqué, les ententes que vous êtes en train de mettre en application, pas vrai? Oui, effectivement. Ça bouscule un petit peu, mais dans le fond, tout le monde s'entend parce que c'était la chose à faire. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Étant donné qu'on n'est pas dans une véritable réserve indienne, donc il y a un vide juridique. Donc le gouvernement fédéral ne peut pas faire ce qu'il veut aux yeux de sa propre loi. Donc nous, on décide qu'on passe une ligne de distribution et on construit un réseau local. Le gouvernement du Québec, lui, le secrétariat aux affaires autochtones, a décidé d'embarquer dans le projet et ce qu'il va faire, ce secrétariat-là, il va s'assurer que les résidences de la communauté de Kitsisakik puissent recevoir le service d'électricité parce que ces résidences-là n'ont pas été conçues pour ça. Il n'y a pas de fil électrique dans ces maisons-là. Donc là, on doit les adapter, les résidences. Et là, le gouvernement du Québec va injecter des sous pour y arriver. Et de son côté, le gouvernement fédéral a pris aussi sa part du travail à faire. Il s'assurera de pouvoir convertir les édifices communautaires de la communauté, de ce village-là, de cette communauté-là, pour qu'elle puisse, elle aussi, recevoir l'électricité là, en provenance du réseau d'Hydro-Québec. Parce que en ce moment, il faut préciser que les édifices communautaires de Kitsisakik sont alimentés en électricité, mais par des génératrices. Donc, elles brûlent des milliers de carburants fossiles, alors que là, bien, dans 3 ans, on pourra remplacer cette énergie-là par de l'électricité hydroélectrique, donc de l'énergie renouvelable, et on pourra polluer un peu moins. Naturellement, lorsqu'on fait une œuvre de cette ampleur, on parle à tous les autres services du même type, tel le câble entre autres, pour faire tout ça à l'unisson de manière à ce que on puisse effectivement apporter plusieurs services presque en même temps. J'imagine qu'il y a une urgence pour l'électricité. On n'attendra pas le câble ou Rogers ou je ne sais pas Bell pour commencer les travaux, j'imagine, non? Non, nous allons procéder et puis quiconque voudra bien se joindre à l'opération le fera. Évidemment, l'Abitibi-Témiscamingue, parce que Kitsisakik se trouve géographiquement dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, a ses propres fournisseurs de câbleaux de distribution et puis ils pourront, le cas échéant, se joindre à la partie. Par contre, évidemment, ce sera à eux d'expliquer leur position, mais il faut rappeler quand même que Kitsisakik est une communauté relativement modeste qui se trouve en pleine réserve phonique de la Vérandrie, donc dans un milieu relativement isolé. Alors, ce sera à eux de faire valoir l'attrait qu'ils pourraient représenter pour une compagnie, par exemple, de câbleaux de distribution, là. Et tout ça pour dire que l'œuvre va être faite et ça sera le dernier village au Québec qui recevra l'électricité parce que c'est le dernier occupé par des humains qui n'avaient pas été touchés par l'électricité d'Hydro-Québec. Et ça, vous allez le faire, coupant du même coup cette critique, à savoir qu'il y a des réserves indiennes au Canada qui ne sont toujours pas desservies par l'électricité.
Effectivement, il y a des réserves au Canada qui sont alimentées par des génératrices. Au Québec, cette conversion-là est presque complétée. Il n'en reste qu'une autre qui, d'ailleurs, est approvisionnée en électricité par des génératrices. Kitsisakik n'avait pas de réseau local pour les citoyens, c'était les édifices communautaires, mais en 2025, il y aura de l'électricité et ce sera une énergie renouvelable en provenance du réseau d'Hydro-Québec. Évidemment, Hydro-Québec, dernière question, Monsieur Labbé, Hydro-Québec aura pour charge d'amener l'électricité sur le territoire, mais quant à la distribution dans les maisons particulières ou de particuliers, ça voudrait dire c'est une autre responsabilité, c'est un autre niveau de gouvernement qui se chargera de faire rentrer l'électricité dans les maisons, c'est ça? Oui, et de s'assurer aussi que les bâtiments qui, je le rappelle, n'ont pas été conçus pour recevoir l'électricité comme c'est le cas ailleurs, et que ce service-là soit livré de façon sécuritaire, conforme. Et ça, bien, c'est le secrétariat aux affaires autochtones du Québec qui va se charger de ça, et puis tout ça va se faire en même temps. Là. Dans les prochaines semaines, là, pendant l'été qui vient, on va procéder aux études. On a créé un comité conjoint avec la communauté de Kitsisakik, mais aussi le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral également. Et ce comité-là devra choisir le meilleur tracé, prendre la décision la plus efficace et la plus optimale. Et une fois que les études auront été faites, on finalisera le tracé, on commence à planter. Vous savez, on va planter 1400 poteaux électriques pour réaliser ce branchement-là. Et ça, là, pour vous donner une image, c'est tout ce que l'Abitibi-Témiscamingue compte d'activités en matière de distribution hydroélectrique pendant 5 ans. Donc, on va faire, pendant les années qui viennent, avec Kitsisakik, l'équivalent du travail qu'on fait en distribution électrique en Abitibi-Témiscamingue pendant 5 ans. Francis Labbé, on va publier cette interview sur notre page YouTube. Donnez-moi le titre que je devrais mettre sur cette page YouTube, Francis Labbé. En fait, c'est le raccordement de la communauté de Kitsisakik et puis je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Francis, soyez beaucoup plus percutant parce que bon, on veut un titre qui sonne fort parce que moi j'avais déjà dit le dernier village qui n'avait pas d'électricité. Il semble que vous m'avez dit qu'il y a un autre qui viendra après Kitsisakik, n'est-ce pas? Et donc oui. le dernier village, c'est pas le bon titre. En fait, oui, c'est le dernier village qui n'avait pas le service d'électricité. L'autre communauté qui reste à raccorder au réseau principal d'Hydro-Québec, qui est encore alimentée par une génératrice via le gouvernement du Canada, c'est une autre communauté qui se situe aussi dans la réserve phonique, la Vérandrie. Mais vous avez raison, Kitsisakik était la dernière communauté qui n'avait pas d'électricité sur son territoire, par opposition à une autre qui, elle, est alimentée toujours par génératrice et que l'on convertira éventuellement là, lorsque les gens seront prêts à y arriver. On va finir par faire un compromis pour trouver un titre qui dit la vérité, mais qui est percutant, mon cher Francis Labbé, avec une belle photo de Francis Labbé, qu'on saura trouver d'ailleurs sur le site d'Hydro. Merci beaucoup, Francis Labbé, porte-parole à Hydro-Québec. Merci d'avoir pris du temps de nous parler et merci pour ce beau travail. Féliciter encore Madame Brochu de la part de la radio. Nous, on attend toujours une entrevue avec la belle Madame Brochu. Je transmets le message. Merci beaucoup. Merci, Francis Labbé. Merci, au revoir.